Et puis le monsieur qui vous prend, qui vous filme là, et le micro, on a des améliorations, moins plastiques. Bon, on commence dans 5 minutes. Alors, il y aura pas de... Excusez ma voix, j'ai une bronchite. D'ailleurs, je l'ai filé à Daniel, je suis aperçu que je n'étais pas là. Ah, ben c'est ça de vivre en couple, on partage tout. Oui. Bon, je suis désolé, on n'a pas pu avoir toute la technicité aujourd'hui pour Internet, donc ça ne sera pas retransmis aujourd'hui sur Internet. Désolé. Alors, par contre, comme d'habitude, ça sera filmé et ça sera mis maintenant. Vous êtes bien silencieux. L'angle différent. Et si vous vous intéressez à la partie supérieure, vous voyez des petits cratères. Et on voit même des genres de fossés. Là. On a un peu plus de détails. Alors, on n'a pas encore toutes les informations de la sonde, mais ça va venir tout doucement. Hein. La sonde était mal positionnée et puis avec le shutdown de Trump, ça a ralenti les opérations, mais les données sont là et ça arrive lentement, mais sûrement. Alors, ce que vous voyez en bas à droite, bon, vous reconnaissez, je suppose, le petit point bleu, c'est nous, c'est la Terre. Et le gros point noir, là, le gros point gris, c'est la Lune, mais c'est la face cachée de la Lune. Et c'est une photo assez extraordinaire, prise par la sonde chinoise Longyang, je prononce sûrement très mal, et cette sonde, c'est en fait un micro-satellite, qui lui aussi n'a pas beaucoup de débit pour transférer les kilobits, et l'image n'est pas très pixelisée, et elle a mis même, je crois, une vingtaine de minutes à être transmise sur Terre. Mais c'est une image intéressante, donc c'est pas un montage, je répète, ce n'est pas un montage, c'est vu par le satellite qui en orbite autour de la Lune, qui s'était éloigné un peu de la surface de la Lune pour laisser atterrir le module chinois sur la face cachée, et qui a permis de prendre cette photo de la face cachée de la Lune et de la Terre en même temps sur la photo. Alors, tout ça, ça veut bien dire, bien sûr, que nos amis chinois sont très forts dans le spatial et qu'il va falloir vraiment compter avec eux, non seulement dans le futur, mais dans le présent, hein, puisqu'ils ont un programme pour l'année 2019, c'est-à-dire cette année, de lancement de 50 satellites en 2019, à partir de 30 lancements différents. Et ils mettent au point, pardon, je reprends, ils ont perfectionné leur fusée longue marche numéro 5, et c'est un lanceur gros modèle, pas encore aussi gros que les fusées Saturne, mais ça commence tout doucement. Et ces fusées Long March 5 vont permettre d'envoyer encore des robots sur la Lune et de ramener des échantillons. Et ils mettent au point la fusée, alors je vais l'appeler Saturne chinoise, qui va être Long March numéro 9,
100 mètres de haut, donc équivalent à Saturne dans les années qui viennent. Voilà, c'était juste l'introduction. Donc je vous souhaite la bienvenue ce soir, en vous priant d'excuser ma voix un peu cassée, et en espérant que tout soit bien passé pour venir chez vous, ici. Moi j'ai eu beaucoup de problèmes, il y avait des encombrements épouvantables, et en plus quand on est arrivé, la salle était fermée. Je ne dis pas, mais enfin tout a l'air de bien aller, le conférencier est là, alors on est sauvé. Alors, je vous rappelle que ces conférences sont maintenant labellisées Centre de l'astronomie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Jean-Pierre Martin, je suis physicien, membre de la SAF, et j'ai le plaisir d'organiser les conférences mensuelles de la SAF. Ça y est, je l'ai dit. Voilà les conférences suivantes. Tiens, il se trouve que la prochaine, c'est moi-même. J'en donne rarement au sein de la SAF. Et j'ai vécu personnellement l'épopée Apollo, qui date de 50 ans. Donc, vous voyez mes cheveux blancs. Donc, et j'ai tout un tas de petits détails croustillants sur cette époque. Et je me propose de vous les raconter le mois prochain, le 8 mars. Alors, je ne vais pas vous montrer M. Armstrong en train de marcher sur la Lune, ça tout le monde le sait. Hein, mais je vais plutôt bien sûr, il y aura une photo d'Armstrong, mais je vais plutôt vous montrer comment on en est arrivé là et comment les Américains, étant dépassés dès le début par les Soviétiques, ont pu, de façon très logique, atteindre la Lune. Et surtout, comment après, ils ont tout oublié, puisque je rappelle ce que je dis à chaque fois, au jour d'aujourd'hui, on est incapable de refaire ce qu'on a fait il y a 50 ans. Il nous manque tout. Voilà, donc, au mois d'avril, c'est Hervé Doll, l'astrophysicien de l'IRS, qui est le vice-président de Paris-Saclay, qui va nous parler des origines de l'univers et de la mission Euclide. Il y en a qui m'ont dit, mais pourquoi il n'y a pas un E à Euclide? Parce que c'est le terme américain. Hein, voilà. Donc, international, Euclide sans E. Ensuite, on vous parlera du James Webb et on terminera l'année, le 14 juin, par une table ronde, justement, sur ce qu'on a appris de la conquête lunaire, si on est capable d'y retourner, pourquoi faire, et le futur des vols spatiaux. Alors, parce que, effectivement, à partir de juin, on est mis à la porte, vous le savez. C'est pas de la mauvaise volonté de la part de Télécom, mais Télécom déménage à Orsay, Saclay, donc ils ne peuvent plus nous réserver cet amphi, ça va être vendu, je pense. Donc ça fait des mois et des mois qu'avec Daniel, on cherche des amphis, des grands amphis, comme ça à peu près. Pas cher ça veut dire 0 €. Bon, on va jusqu'à 10 €. C'est pas évident, vous avez compris. Eh bien, je pense qu'on a trouvé, on a visité, malgré nos maladies, Daniel et moi, cet amphi cette semaine. C'est au CNAM, ça serait au CNAM, donc rue Saint-Martin. Et c'est l'amphi avec Grégoire, alors, au moins 220 places. Et en principe, c'est le même jour, c'est un des derniers points à débattre. L'accès est très pratique, c'est en face du métro Sébastopol. Donc on devrait démarrer en septembre. Je vous en saurai plus le mois prochain. Voilà l'entrée du CNAM, donc on rentrerait par là. Donc, voilà, et c'est l'amphi qui est là, c'est celui-là. Et alors, évidemment, on a fait une belle photo. Voilà à quoi ressemble cet amphi. Très bel amphi. Bon, il y a tout ce qu'il faut. Les sièges sont confortables. Alors ça, c'est un mauvais point parce que... Oui, vous avez compris. Bon. Il faudra qu'on soit encore plus performant que d'habitude.
Donc voilà. Alors je vous laisse regarder comme à chaque fois les autres conférences d'astronomie en ce moment. Donc vous voyez qu'il y en a pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire? Notamment dans notre bonne ville de plaisir, Jean-Eudes Darlot, qu'on connaît bien de l'IMCCE, qui vient nous parler d'astronomie, parce que même à plaisir, même dans la banlieue ouest, on s'intéresse à l'astronomie. Nous avons le plaisir d'avoir M. Bernard Lelard, président de l'association, avec nous aujourd'hui. Et voilà, donc vous voyez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, l'IAP, c'est intéressant, le mardi 5 mars, mais ça doit sûrement être déjà complet. C'est complet? Et c'est la formation des structures du Big Bang jusqu'aux exoplanètes. Il reste toujours de la place quand on arrive et puis qu'on peut tricher un petit peu dans la rentrée. Vous avez remarqué que je donne assez souvent la conférence sur les 50 ans de la conquête lunaire. C'est mon année à moi, hein. C'est ça ou rien. Donc je vais le donner 7 ou 8 fois cette année dans toute la France. Jean Eisenstein, dans le cadre des séminaires de l'histoire de l'astronomie, nous propose une conférence sur Henri Chrétien et Georges Ritchey, qui ont donné naissance au télescope Ritchey-Chrétien. Et le 13 mars, c'est dans la petite salle à l'entrée de l'Observatoire de Paris. Elle n'est pas très grande, donc il faut s'y prendre à l'avance. Et voilà, donc vous voyez tout. Voilà. Francis Rocard nous parlera le 26 mars au bar du Pont-Neuf de la mission InSight. Alors je vous dis tout de suite, ça se passe très bien. Le sismomètre a été posé sur le sol martien et en plus on a mis son capot de protection par-dessus. Donc tout marche bien, tout est prêt pour que ça fonctionne parfaitement. Pardon? C'est plus au bar du Pont-Neuf? Comment se fait-ce? Bon, c'est plus au bar du Pont-Vieux alors? Ok, merci de me le signaler par mail, je corrigerai. Notre dernière conférence de la SAP, on a eu une grosse tête, Caroline Fraissinet qui nous a parlé d'exobiologie dans le système solaire. Les enfants, c'était quelque chose. Hein. Les cours de la SAP, notre amie Danielle Briot, où est-elle? Elle se cache. Elle est là, voilà. Qui organise donc les cours d'astronomie. Vous voyez la liste de ces cours. C'est réservé aux membres de la SAP. Ça se passe au siège le jeudi à 19h. C'est bien ça? Parfait. De même les cours de cosmologie, mais je crois que c'est fini pour cette année. La prochaine fois, on reçoit ce monsieur-là que vous connaissez. Voilà. Et ce soir, nous recevons Jean-Pierre Maillard, qui va nous parler d'un sujet qui est intéressant, donc je m'attends à... je ne connais pas bien, je dois avouer. Donc les applications de la spectroscopie en astronomie, et je vous souhaite une bonne conférence et je lui passe la parole. Oh, c'est compliqué tous ces films.
C'est quoi, c'est un mal, ça veut dire? Bonsoir à tous, ça me fait plaisir d'être là. Ce lieu, justement, enfin, en même temps, cette société fondée, justement, par Flammarion, à du 19e siècle. Bon, alors, donner une conférence, peut-être pas très souvent ce type de conférence, parce que, alors, si Jean-Pierre Martin parlait, justement, il a évoqué l'année de 50 ans, là, on va remonter un peu plus loin, donc faire de l'histoire des sciences, partie, et puis aussi parler d'instruments, parce que les instruments, en astronomie, bien sûr, ils ont une histoire. Et là, celui dont je vais vous parler a une histoire bien particulière et qui s'inscrit dans les grands débats de la physique à partir de la fin du 19e. Alors, à quel titre je fais ces conférences? C'est parce que par ma carrière professionnelle, j'ai été étroitement lié, disons, dans la deuxième partie, au développement de ce type d'instrument qu'on appelle un spectromètre de Fourier. Alors, le plan que je vous propose, donc, évoquer, alors bien sûr, qu'à l'origine, Michelson, donc ses travaux avec ces deux dates importantes, l'expérience qu'il fait avec Morley, et puis les premières mesures, justement, de spectroscopie interférentielle qu'il va faire. Et il faut faire un saut dans le temps, arriver aux années 50, pour que véritablement s'établisse le concept de spectroscopie par transformation de Fourier. Donc j'évoquerai quelques pionniers. Dans des premiers spectres à haute résolution, puis le développement véritablement de ces instruments, en particulier un instrument auquel j'ai beaucoup contribué, c'était le télescope Canada-France-Hawaï, et puis un peu quelques spectres vraiment qui ont marqué l'histoire de l'astronomie. Mais le déclin, à peu près dans les années 95-96, et un autre développement avec le FPS imageur et puis la conclusion. Alors, je me permets, bon, peut-être que c'est peut-être, enfin, comme c'est de la spectroscopie, je suis souvent habitué à des images, justement, donc j'ai voulu, pour être bien clair, que tout le monde soit, que c'est des vocabulaires que je vais bien sûr vous employer, mais sur la spectroscopie, c'est toutes les méthodes d'analyse de la conduction de la lumière, donc produire, donc c'est les instruments, les spectromètres, produisent des spectres, deux types de spectres, spectre en émission, spectre en absorption, avec ce qu'on appelle donc des règles, et le domaine spectral, le spectre s'étend sur un certain domaine, donc qui peut être en visible, dans l'infrarouge, qui peut être dans le domaine millimétrique, tout le électromagnétique. Je parlerai essentiellement de l'infrarouge. Et puis une notion extrêmement importante, la notion de pouvoir de résolution. Donc, vous voyez, là, justement, il y a la largeur qui est ce que donne l'instrument d'une règle, donc la largeur des lambda, et donc c'est ce rapport qui est nombre sans dimension, donc si elle est située à lambda, donc le rapport lambda sur d lambda donne la résolution. Alors en astronomie, enfin, bon, couramment on parle de basse résolution, ce rapport est de l'ordre de 100, moyenne, et puis j'ai des hautes résolutions, donc ce qui permet justement d'instruments dont on va parler. Alors, en introduction, vraiment, donc, au début de la spectroscopie, eh bien, le premier vraiment instrument, c'est le spectromètre à prisme qui a été inventé par Fraunhofer. Vous connaissez bien Fraunhofer, et justement, donc, lui, alors l'idée qu'il a, c'est que, on connaissait le prisme, bien sûr, mais il va mettre une fente à l'entrée pour limiter la lumière. Donc, du coup, c'est vraiment ce qui va créer le spectre, parce que qui va faire apparaître des traits entre l'autre son en éclairant avec la lumière du soleil. Et ce que l'on voit là, en fait, c'est un spectre, c'est vraiment le premier spectre solaire, le premier spectre historiquement, et qui est dessiné, parce qu'il n'y a pas de. Donc il est à l'œil et il note
les traits, avec leur espacement tel qu'il les voit, et il donne ces lettres pour les raies les plus importants, plus sombres. Donc il est vraiment le créateur du spectromètre avec ce qui reste maintenant, donc les raies qui caractérisent un spectre. En même temps, ces lettres, il y en a certaines qu'on utilise toujours, on parle par exemple de la raie D du sodium, par exemple, ou la raie K du potassium. Donc ça va être l'instrument vraiment de la spectroscopie au 19e, mais vers la fin du 19e siècle apparaît le réseau par réflexion. Et pourquoi il se développe? Parce qu'il donne justement un pouvoir de résolution plus élevé que ce que permet le prisme. Mais en même temps, les réseaux, ça veut dire des traits équidistants sur un miroir. Et donc, il faut des machines à graver très délicates, très rares. Donc, en fait, ça va se développer très lentement. Mais en même temps, autre innovation, on a inventé la plaque photographique, ce qu'on appelle les bulles daguerréotypes. Et donc, là, en associant, donc ça permet véritablement non plus d'être avec l'oculaire en train de regarder le texte, et donc d'avoir à le dessiner, mais vraiment de conserver un document. Et donc, c'est vraiment l'avènement du spectrographe à réseau. Et alors, c'est dans ce contexte-là, eh bien, que va apparaître une toute nouvelle méthode de spectroscopie, que j'appelle un peu une spectroscopie autrement, puisque là, on n'a plus la spectroscopie soit un mode différent, dispersif, comme c'est soit avec le prisme, soit avec le réseau, mais vraiment une méthode qu'on va appeler interférentielle. Et alors, ça se situe, en fait, pour ça, l'histoire des sciences, dans le contexte des débats sur la nature de la lumière. Donc, au XIXe siècle, on a découvert, et c'est essentiellement Fresnel, donc, et puis il y a eu les franges Young, donc la nature ondulatoire de la lumière, donc phénomène d'interférence. Et puis, il y a, pour les tenants de la théorie de Newton, la théorie corpusculaire. Et alors, cette théorie, la théorie ondulatoire, elle s'appuie sur l'hypothèse d'un support matériel qu'on appelle l'éther luminifère, qui remplit tout l'univers pour la propagation des oscillations périodiques des ondes lumineuses, donc mis en évidence par l'interférence. On fait une analogie avec la propagation des ondes sonores. Donc il faut un support matériel, on pense. Et alors il y a une discussion justement sur un possible entraînement de l'éther par les corps en mouvement qui affecterait la vitesse de la lumière, parce qu'on a mis en évidence justement pour le son l'effet Doppler, et puis pour la lumière par Fizeau, donc l'effet bien connu Doppler-Fizeau. Et alors, Fizeau, justement, il reprend l'hypothèse de Fresnel, et alors il écrit, justement, si on suppose que l'éther est entraîné en totalité avec le corps, la vitesse de la lumière dans ce corps sera augmentée de toute la vitesse du corps, le rayon étant dirigé dans le sens du mouvement, et si l'éther est supposé libre, la vitesse de la lumière ne sera nullement altérée. Et donc il va essayer de mettre en évidence cet effet, et donc il fait un montage justement interférométrique, donc en faisant passer justement la lumière une part dans un courant d'eau dans un sens et un courant d'eau dans l'autre, et en comparant, il le referait dans l'air, dans un cas, il n'observe pas de déplacement, de mouvement des franges. Et alors, c'est là que va rentrer en scène donc, le jeune américain appelé Albert Michelson. Alors, qui est Michelson? Donc, il est né en fait en ville de Pologne, c'est ce qu'on a en plus. Et puis, c'est le temps de la ruée vers l'or, donc ses parents émigrent aux États-Unis. Et il rentre dans la marine. Justement, il va aller donc pour aller à l'Académie navale au Nautical Almanac, toujours. Et alors, là, il va s'intéresser, justement, dans ces années-là, à la vitesse de la lumière, dont il y a des expériences de Foucault, justement avec le miroir tournant. Mais lui, il va refaire l'expérience avec une base beaucoup plus longue, au lieu des 20 mètres de Foucault, et bien sur une base de 605 mètres. Et si bien qu'il obtient une valeur assez remarquable qui, si on compare à la valeur connue
le C s'écarte de 120 km par seconde de la vitesse que l'on sait maintenant de la vitesse de la lumière. Et alors voilà l'analyse qu'il fait, lui. Donc toujours cette hypothèse, on est dans ce contexte de l'entraînement de l'éther. Donc, cette hypothèse, là, la vitesse de la lumière qui est mesurée sur Terre, eh bien, elle doit dépendre de sa direction de propagation par rapport à celle du déplacement de la Terre dans l'éther, qui est le milieu de référence. Et donc, si on arrive à mesurer, donc là maintenant, la mesure de différence de vitesse de la lumière selon la direction du déplacement de la Terre et une direction perpendiculaire, ce serait vraiment la preuve de l'existence de l'éther, qui est entraîné par la Terre. Et donc, il va reprendre l'idée de Fizeau de faire une mesure interférométrique, et pour cela, il va inventer justement un interféromètre, donc à 2 ondes, à 2 bras perpendiculaires, et qu'il construit, il le construit pendant un séjour qu'il effectue, parce qu'il est encore très jeune, hein, il a une trentaine d'années. Vraiment, l'Amérique, c'est parce que c'est l'Europe qui attire, enfin, vous voyez, il y a toute la science qui développe, et donc il vient à Berlin, chez Helmholtz, donc c'est là qu'il va construire pour essayer de mettre en évidence ce phénomène. Et donc voilà, je rappelle, voilà ce que c'est qu'on appelle un interféromètre de Michelson. Donc, si on a une source étendue, mais qui est monochromatique, eh bien, on va laisser au parallèle sur une lampe séparatrice 50-50. Donc, il y a une onde transmise, une onde réfléchie, et ces ondes se recombinent. Et donc, au sortie, c'est là qu'on a le phénomène d'interférence. Alors, comme il y a une épaisseur de verre, on met une arme d'épaisseur égale, ici, qu'on appelle la compensatrice. Alors, voilà, pour une certaine, ce qu'on appelle alors, le phénomène extrêmement important, il me paraît, c'est la différence de marge. Donc, c'est 2 fois de séparation ici, l'image miroir ici, qu'on appelle la différence de marge, qu'on note en général par avec grec delta. Et alors, il faut bien se rendre compte de la sensibilité que ça peut avoir, parce que si donc, on passe du centre, par exemple, sombre, qu'on voit là, à un centre brillant, donc pour une demi-longueur d'onde. Donc si vous êtes donc dans le jaune, vous voyez, donc à 0,5, vous savez 0,5 microns, 0,25 microns. Donc c'est d'une sensibilité énorme. Et ce qu'on appelle une frange, donc c'est un saut, justement, donc, qui correspond à un delta lambda. Un delta veut dire delta, donc égale juste à une longueur d'onde. Alors, l'expérience qu'il va faire, et qu'il réalise à Potsdam, puisqu'il est à Berlin, alors il s'en va à Potsdam, l'observatoire de Potsdam, parce que pour être un peu loin de la ville. Donc, vous voyez la sensibilité que ça a, faut être loin des vibrations. Et donc, il pose l'interféromètre est posé sur une table tournante, et il est réglé ce qu'on appelle donc delta égale 0, c'est la forme de marche nulle. C'est-à-dire qu'ici, le champ est complètement sombre, uniformément. Et donc, il y a un bras de l'interféromètre qui est orienté selon le mouvement orbital de la Terre, et puis le bras perpendiculaire. Et puis, sans changer de réglage, il tourne de 90 degrés. Et donc, normalement, il doit observer un changement d'état d'interférence, qui est différent de vitesse, mais en fait, il n'observe pas de changement. Alors, quelle va être sa conclusion? Eh bien, il conclut à l'échec de son expérience, que vous voyez la délicatesse que ça a, justement, l'expérience. Donc, il veut la refaire, mais là maintenant aux États-Unis, en fait exactement à Cleveland, aidé par un physicien qui s'appelle Morley, et avec un interféromètre, donc toujours le même principe, à 2 bras perpendiculaires, on va faire exactement, mais en posant l'interféromètre sur un bain de mercure pour que ça tourne sans risque de déréglage, et en même temps avec des bras beaucoup plus longs, 11 mètres de long par des replis, pour une bien plus grande sensibilité. Et alors, il répète l'expérience plusieurs fois, et c'est le même résultat nul. Donc là, c'est une photo qui montre
c'est la fin de son interféromètre. Et donc ça remet en question, bien sûr, l'hypothèse de Becquerel. Vous savez que ça a eu énormément de conséquences, puisque c'est la base, justement, donc la constante de la vitesse de la lumière et la base de la relativité restreinte. Einstein, 1905. Alors, il fait 2 publications, donc c'est les mythes de Michelson et Morley, donc justement 87 pour donc avant l'expérience et puis sur l'expérience elle-même. Alors, un petit détail quand je préparais ça que j'ai trouvé un peu étonnant, c'est que en fait, il y a, alors que justement en 1905, la relativité a été publiée et tout, et qu'il y a eu des gens qui ont continué à refaire l'expérience dite de ce qu'on appelle maintenant traditionnellement l'expérience de Michelson-Morley, parce que justement j'ai trouvé une référence, vous voyez, qui est en 1928, vous voyez, Michelson-Morley Experiment, vous voyez, que vous avez lu au Brésilien. Bon, ça c'est juste un petit détail historique, dur à convaincre. Bon, alors, maintenant, lui, Michelson, il ne va pas rester sur ce résultat. Alors, il entrevoit, justement, donc c'est ça, les possibilités sur l'interféromètre en spectroscopie, et pour ça, il rend mobile un miroir par une vis à bras fin en associant un monochromateur. Alors voilà, et c'est un schéma que j'ai pris, donc c'est moi qui ai rajouté les noms, enfin, bien sûr, mais c'est un schéma de Michelson lui-même dans une de ses publications. Et alors, quelle est l'idée? Donc, les filtres interférentiels, ça n'existe pas encore. Hein. Donc, c'est un monochromateur, donc un prisme, donc une lampe spectrale qui sert de source. Donc, ça permet d'isoler une raie hein, et donc d'éclairer l'interféromètre, donc on va voir principe. Et puis, il y a donc un des miroirs qui le rend mobile avec une vis à bras fin, donc, qui permet de translater le miroir. Et puis l'oculaire, où il voit justement, là, avec l'oculaire, où il peut voir défiler les franges. Et donc, avec ce montage, eh bien, il va faire plusieurs mesures spectroscopiques. La première, c'est mesurer avec précision une longueur d'onde. Et le principe est très simple. Donc, si, bon, ça c'est l'expression de l'interfération d'une raie monochromatique, de lambda, eh bien, donc ça c'est le signal de sortie. Eh bien, si je mesure contre les franges sur une distance bien connue, eh bien la longueur d'onde, simplement le nombre de franges qu'il y a eu dedans, donc c'est ce rapport-là. Donc c'est simple. Et simplement, il faut véritablement très bonne patience pour compter les franges, mais parce que vous voyez, j'ai dit le déplacement qui représente une frange, hein, donc une longueur d'onde. Et alors, il va faire aussi une autre mesure, toujours dans le même principe, et donc je parlais de Rayleigh, notre Fraunhofer, du sodium. Donc là, eh bien, il s'aperçoit que, par exemple, tourner sa manivelle, c'est passé, eh bien que les franges passent par des maximums minimales, donc il y a des battements, et donc avec la longueur justement d'un battement, eh bien, il va en déduire justement quelle est la séparation, donc les deux composants de la Rayleigh du sodium, et donc il obtient cette valeur là, en nanomètre de 0,59 nanomètres. Et alors, par exemple, il y a un commentaire qu'il fait dans une conférence, justement, les lignes apparaissent justement dans les spectroscopes les plus puissants, eh bien, elles apparaissaient simples, alors qu'en fait, c'était des doublets ou bien des triplets, donc il a pu, grâce à son interféromètre, il a pu voir. Et alors, une autre notion très importante qu'il a toujours utilisée, c'est ce qu'on appelle la notion de visibilité. Parce qu'il s'aperçoit que quand il tourne sa manivelle et qu'il augmente donc la différence de marche, eh bien que le contraste des franges va diminuer. Et donc jusqu'à un moment, que les franges disparaissent. Donc c'est ça. Donc il mesure cette longueur. Et il va faire donc une publication en 1892. Donc
Interpretation of Interference Method of Spectroscopic Measurement. Et donc, c'est les mesures interférométriques qu'il fait sur des raies les plus importantes. Donc, par exemple, les raies H-alpha, H-bêta de l'hydrogène, les raies de l'oxygène, la raie C3D du sodium, du zinc, la raie rouge du cadmium, la raie verte du mercure, la raie du thallium. Donc, il donne la longueur d'onde, mesurée de manière dont je l'ai décrite. Si la raie est simple ou multiple, et donc du coup avec les séparations, et puis cette distance de visibilité. Et alors, juste pour bien comprendre ce que c'est que la visibilité, donc le signal qui sort de l'interféromètre en intensité, donc c'est cette fonction-là, là, et ce qu'on appelle visibilité, donc c'est ces définitions-là, I sur I plus I. Donc, quand le contraste baisse, là, voilà une illustration, par exemple, donc frange, là, ligne, donc là, le contraste est 1, donc la visibilité est 1. Ici, donc, c'est réduit de moitié, donc 0,5, et puis là, le contraste était, donc, on a fait le contraste, pas loin, donc, de l'extinction. Et alors, un détail aussi à noter, qui est historiquement important, eh bien, vous savez que maintenant, justement, cette année, il y a la conférence pour que le système des unités, des 7 unités fondamentales, soit tout basé sur les constantes physiques. Eh bien, la première amorce, justement, c'est de ramener donc, le mètre étalon, qui remonte à la Révolution, eh bien, le relier à une longueur d'onde. Et c'est Michelson qui va faire, en venant à Paris d'ailleurs, ce qui existe déjà, en 1895, donc avec son interféromètre, donc de faire une mesure, parce qu'inversement, si maintenant on connaît une longueur d'onde, eh bien, en comptant frange, eh bien, on peut mesurer une longueur. Et donc, il va le faire avec la raie rouge du cadmium. Donc, c'est l'amorce de ce qui va conduire, justement, à remplacer, après, par l'arrêt du Q-square, la définition du mètre. Alors, il faut quand même parler de Fourier. Alors, qui est Fourier? Donc, Joseph Fourier, donc, lui, il est connu en mathématiques donc, pour ses travaux sur la décomposition d'une fonction bornée en une somme de fonctions trigonométriques. Donc, on appelle série de Fourier. Alors, mais il conçoit, lui, c'est par une démarche de physicien, qu'il conçoit cette décomposition, c'est en s'attaquant au problème de la physique de la propagation de la chaleur dans un milieu, par exemple, donc, si on a une barre de fer, qui a une température, chauffe à un bout, comment le flux de chaleur va se propager. En même temps, Fourier, c'est quelqu'un qui a été professeur polytechnique, qui a participé à la campagne d'Égypte avec Napoléon, qui est devenu préfet de l'Isère, qui était membre de l'Académie des sciences, quelqu'un vraiment très personnage vraiment important. Alors, il va introduire, il va généraliser après, donc là, c'est pour une fonction infinie, et donc ce qu'on appelle la transformation de Fourier. Donc maintenant, du coup, au lieu d'un signe somme, c'est un signe intégral. Et alors, par exemple, l'application qu'on soit signement, donc par exemple, une fonction du temps, et ça transformé, je ne m'en parle pas de Fourier, c'est une fonction de fréquence. Donc par exemple, ça veut dire un son, eh bien, donc faire par exemple un violon, eh bien, si on enregistre, et si j'en analyse l'analyse de Fourier, eh bien, je vais voir quelles sont les fréquences, les notes sont des fréquences, et avec ce qu'on appelle des harmoniques, qui composent ce son. C'est grâce à cette analyse de Fourier. Alors, c'est aujourd'hui, donc cette transformation qu'a introduite Fourier, elle est extrêmement très utilisée. Donc, dès qu'on a l'analyse du signal, très souvent on fait pas par la transformation de Fourier, donc en physique, alors donc en acoustique, contrepartie, et en astrophysique. Donc, je vais faire une des illustrations. Alors, maintenant, comment on est arrivé donc des mesures, parce que Michelson, au départ, il n'a pas du tout cette notion de transformation de Fourier, même si ça existait déjà, mais il n'a pas du tout réalisé
le lien. Et celui qui va mettre le doigt sur le lien qu'il y a, dans les mesures que fait Michelson, eh bien c'est Lord Rayleigh. Donc, qui est savant bien connu anglais, donc, et qui écrit justement une lettre à Michelson. Donc, c'est publié dans le Philosophical Magazine. Et donc qui pourrait se traduire donc, sur les franges d'interférence d'une lumière presque monochromatique. Et alors, dans cette lettre, eh bien, il va donner la classification théorique de la courbe de visibilité, justement, que Michelson a mis en évidence pour une raie. Et donc, parce qu'en fait, ça veut dire que si on a une fréquence, donc c'est une sinusoïde, mais en fait qui se trouve atténuée, donc qui multiplie le signal sinusoïdal. Et donc, en fait, eh bien, lui, Rayleigh, donc il connaît les travaux de Fourier, donc il y en applique en termes de Fourier, eh bien, il détermine cette relation de transformation de Fourier qui existe entre le profil d'une raie et puis cette courbe de visibilité. Parce qu'en effet, eh bien, si on a une raie, donc une raie naturelle qui a une certaine largeur, bien sûr, eh bien, cette courbe de visibilité, elle est décroissante, et d'autant plus que la raie se trouve élargie. Et donc, et puis justement, s'il y a des composants, bon, par exemple, il y a des battements, donc c'est vraiment cette relation qu'il y a, donc en théorie, donc ce que montre Rayleigh, eh bien, c'est que le profil justement d'une raie, sa transformation de Fourier, en fait, c'est la courbe de visibilité que Michelson a mis en évidence. Et alors, en fait, Michelson, il est quand même un bon musicien, donc il a bien lu la lettre, il a bien compris. Et alors, ce qui est assez étonnant, donc il va construire, justement, et ça c'est, j'ai pu le voir, d'ailleurs, c'est au Smithsonian à New York, à Washington, donc il y a une reconstitution d'un analyseur harmonique construit par Michelson. Et donc, c'est un calculateur numérique à 80 points, et donc qui permet de reconstruire une fonction par la somme des termes de la série de Fourier associée. Donc c'est la publication en référence, et il va même l'utiliser dans une recherche, je montre un exemple, eh bien avec les tâches du soleil, donc l'enregistrement, donc il va mettre par l'analyse de Fourier donc des apparitions de tâches notées, une sorte de fonction, eh bien il va déterminer la période avec cette harmonique, analyse harmonique, donc des cycles des tâches solaires. Alors, je veux quand même compléter, parce que c'est quand même un personnage, quand même, je trouve extrêmement important, Michelson, donc bon, je complète un peu sa biographie. Alors, il va obtenir en 1907 le prix Nobel, et c'est là qu'il fait dans son discours, et la figure que je vous ai montrée, c'est dans ce discours qui fait au Nobel, justement, que j'ai pris cette figure de son montage avec le monochromateur. Donc, il fait une communication Recent Advance in Spectroscopy. Et alors, il va aussi, je vous ai parlé, pour graver les réseaux, donc il faut une machine extrêmement précise, et donc le faire avec un contrôle interférométrique. Et donc, il va s'y atteler, justement, donc, ruling and performance of a 10-inch diffraction grating, justement, donc contrôlé par la machine à graver par manière interférométrique. Il va aussi l'utiliser pour mesurer ce qu'on appelle les marées terrestres, en mettant l'interféromètre vertical. Et puis alors, là, ça c'est aussi un autre, c'est en dehors de moi ce que je vais développer, et qui est l'autre contribution majeure de Michelson, donc 1920, c'est l'invention de l'interféromètre stellaire. Donc là, cette fois-ci, et dont on a toujours des conséquences, et donc ce qui a conduit à ALMA, enfin bon, c'est véritablement au départ. Et ça, nous là maintenant, donc c'est plus, donc c'est différent, parce que c'est
avec mon Wilson, donc de la même source, avec un peu, comme si on voulait dire les frangiomes, avec deux entrées, donc c'est l'interféromètre stellaire. Donc il va mesurer avec ça le premier, justement, une séparation d'une étoile, donc une étoile binaire, donc il va mettre en évidence, mesurer sa séparation, qui est extrêmement faible, 0,05 secondes d'arc, et puis il va faire aussi la première mesure du diamètre angulaire d'une étoile. Donc je dis, on en vit toujours, le VLT, tout ça, c'est vraiment issu de ces travaux des années 20 de Michelson. Et alors, toujours la vitesse de la lumière, c'est quelque chose qu'il a toujours passionné, donc il va faire une nouvelle mesure de la vitesse de la lumière sur une base maintenant de 35 km, et donc il obtient une précision de plus ou moins 4 km par seconde, et puis il entreprend même de faire une mesure dans un parcours de la lumière justement de 16 km, mais dans une cuve à vide. Mais il va mourir avant, et donc il sera publié 4 ans après sa mort. Alors, maintenant, on revient à la spectroscopie de Fourier. Donc, il faut, maintenant, la période V, donc, on a terminé, donc, dernière, vous voyez à la fin, début du 20e. Bon. Alors, les mesures à la manière de Michelson, ça va se continuer avec l'interféromètre, mais justement sur des raies isolées. Mais l'application de cette relation donc, que Rayleigh a mis en évidence, eh bien, pour en faire vraiment une méthode de spectroscopie, eh bien, ce n'est apparu que dans les années 50. Alors pourquoi? Alors la raison, c'est que, entre-temps, eh bien, alors vous pouvez voir, l'astronomie, elle était dominée, bien sûr, par le domaine visible et la plaque photo, jusque dans ces années-là. Mais commencent à apparaître les premiers détecteurs infrarouges. Et alors là, mais il n'y a pas d'équivalent de plaque photo, comme on a maintenant des mosaïques. Donc là, ce sont des cellules photoélectriques, donc un seul élément. Donc, si on veut faire un spectre, puisque c'est vraiment un nouveau domaine spectral à explorer, donc faire de la spectroscopie. Alors moi, j'ai vraiment connu dans mes débuts, donc, puisque j'ai vraiment mis mes débuts, vraiment au début justement de l'infrarouge, et par exemple, c'est l'imagerie des tout débuts, donc avec cellules uniques, où on faisait, ce qu'on appelle en anglais raster scanning, enfin on balayait, et bon, comme ça, pour enregistrer l'intensité, donc les premières images, si on peut dire, ça a été fait comme ça. Donc spectroscopie, le seul moyen, ça veut dire monochromateur, donc comme j'ai parlé de monochromateur, donc on isole donc de la source un élément spectral, donc on le mesure, et puis on tourne un peu le réseau, et puis un nouvel élément, et ainsi de suite. Et alors, c'est là que certains qui vont réfléchir, est-ce que la méthode de Michelson-Rayleigh, je veux dire, eh bien, est-ce qu'elle ne permettrait pas de faire justement la spectroscopie avec un détecteur unique? Donc, est-ce qu'on va appeler spectromètre de Fourier, ou alors le terme plus couramment utilisé, c'est l'anglais, donc FPS Fourier Transform Spectrometer. Alors, quel est le principe d'entraînement de cette méthode? Donc, la partie variable, donc, qui est écrite tout à l'heure, eh bien, donc, pour une raie qui serait infiniment fine, justement, eh bien, donc c'est une pure, justement, sur l'intensité, et donc, il est par un cosinus. Et alors, là, j'introduis une nouvelle variable, parce que quand j'ai écrit avant, donc c'était, apparaissait delta sur lambda, et donc du coup, on a introduit, plutôt que de traîner des inverses, donc, directement une unité, justement, le 1 sur lambda, et donc, qu'on appelle un nombre long. Et l'unité, justement, était exprimée en centimètres moins 1. Et alors, donc, maintenant, si je déplace avec une vitesse constante le miroir, toujours le principe introduit Michelson, eh bien,
les franges vont défiler de manière périodique, hein, suivant la vitesse et puis suivant le nombre d'ondes. Alors, si maintenant j'éclaire au contraire avec une source, donc un spectre, eh bien, qui est l'interféromètre, toujours en faisant varier delta de la même manière, jusqu'à une certaine différence de marche, eh bien, chaque nombre d'ondes qui est dans la source, elle génère sa propre fréquence. C'est un peu différent puisque le sigma est différent. Et donc on obtient donc la somme, donc en sortie, c'est la somme de tout cela. On a fait ce qu'on appelle un codage, en quelque sorte, de toutes les longueurs d'onde, contenues dans la source. Et donc on appelle ça l'interférogramme. Et alors en fait, eh bien, si on applique ce qu'a montré au tournant du siècle, un peu avant la fin du siècle, Rayleigh, donc, et en fait, cet interférogramme, c'est en fait la transformée de Fourier de la fonction spectre qui est à l'entrée. Et donc, en fait, quel va être le principe? Eh bien, l'interféromètre, lui, en fait, l'opération qu'il fait, donc, j'ai une source qui est définie à un certain. Il y a toujours une limitation filtre le détecteur, comme ça, donc un certain domaine entre sigma 1 et sigma 2, les domaines de borne. Donc ça, j'enregistre ça, I de delta, et puis maintenant, il faut que j'ai un calculateur, et puis je clique maintenant la transformation de Fourier à I de delta, et je restitue la fonction spectre. Donc voilà le principe de base de cette méthode. Alors, quelle est la relation justement donc, entre interférogramme et spectre? Donc voilà, je vous montre ici un interférogramme ici, voilà. Alors on met un maximum ici parce que c'est là, on est à 0, toutes les fréquences sont en phase, donc on a un maximum. Donc ici c'est les 300 premiers points, l'interférogramme qui faisait 3250 points. Et puis voilà, donc l'opération de PF, donc de ce qui paraît comme du bruit un peu, eh bien, on obtient dans ce spectre réel que j'ai enregistré. Bon. Et donc, par exemple, la source, c'était dans l'infrarouge, le micron 7, vous voyez, ça c'est la fonction du fil. Et là, donc, c'est pris dans Jupiter, un point chaud de Jupiter. Bon. Donc, et là, qui est calculé, donc le spectre, donc, est calculé avec 16K points, bon, ce qui veut dire 53 millions de cosinus à calculer. Alors, bien évidemment, les propriétés de cette relation vont se préciser progressivement par les travaux de cette méthode commencent dans les années 50. Alors, les pionniers, le premier, donc je l'ai cité, c'est Peter Feldget. Donc, c'est lui qui va réaliser donc, justement que avec un Michelson, si on l'utilise comme spectromètre, en mettant justement une cellule unique, c'est l'infrarouge, eh bien, on pourra obtenir un spectre complet puisqu'on fait ce codage que je vous ai expliqué. Tandis qu'avec le monochromateur, eh bien, il faut faire ce balayage, on a à la fois qu'une longueur d'onde. Et donc, il met en évidence ce qu'on appelle l'avantage multiplex de l'interféromètre. Et alors, ça s'exprime comme ça, c'est-à-dire qu'avec l'interféromètre, eh bien, pendant tout le temps d'observation, j'acquiers des photons, tandis que, puisque j'observe à la fois toutes les fréquences qui sont présentes, toutes les longueurs d'onde, avec le monochromateur, eh bien, puisque c'est une par une, donc s'il y a m éléments spectraux, eh bien, pour chaque élément spectral, j'aurai que T sur M. Donc, du coup, j'obtiens un gain considérable qui est le rapport Salles-sur-Bruit, donc avec l'interféromètre, qui est racine de M fois plus grand. Donc, plus le spectre est un grand domaine, et bien plus j'ai un gain absolument considérable. Alors, l'autre pionnier aussi, c'est Pierre Jacquinot, donc qui viendra plus tard directeur du CNRS.
et qui était, dans les années 50, il était donc directeur du laboratoire de physique Aimé Cotton, qui était à ce moment-là à Bellevue, et on fait de la spectroscopie interférentielle, mais avec un autre interféromètre, qui est aussi d'origine française, enfin qui lui est d'origine française. Et donc il établit que le même pouvoir de résolution, même dimension, l'interféromètre de Fabry-Perot est bien plus lumineux qu'un spectromètre par réseau, puisque lui, il a une sorte d'entrée. Et donc il a ce qu'il va appeler un avantage inétendu, une histoire optique, quantité de lumière en fait que reçoit l'instrument. Et donc c'est un deuxième avantage. Alors, en 1957, il y a un colloque à Bellevue, et donc où il y aura présenté les progrès en spectroscopie interférentielle. Donc, ça se passe organisé par le laboratoire Aimé Cotton, mais c'est dominé sur le Fabry-Perot, mais il y a les premiers travaux de spectroscopie par transformation de Fourier, dont celui que j'ai cité avant, qui est Felguet. Troisième pionnière, là, c'est Janine Cohn. Donc elle fait sa thèse sous la direction de Jacquinot. Alors c'est elle véritablement qui va faire vraiment le livre base, enfin, tous les principes de cette spectroscopie. C'est vraiment elle qui fait la théorie. Et donc elle obtient un premier résultat expérimental avec un spectre du ciel nocturne dans l'infrarouge, vers 1,6 μ. Et donc ça s'appelle, en 1961, recherche sur la spectroscopie par transformation de Fourier. Donc c'est vraiment le monument qui construit la méthode. Un autre pionnier, il s'appelle Larry Bers, là c'est un Américain. Alors lui, il va construire un STS justement de lui-même, donc il est venu à Bellevue, justement, et donc il va prendre les premiers spectres stellaires. Et alors lui, ce qu'il va mettre en évidence, suivant par ailleurs, avec ces premiers spectres qu'il obtient, eh bien c'est que ces spectres obtenus stellaires, eh bien il y a un excès de bruit, en fait. Et il fait l'analyse pourquoi il y a un excès de bruit, parce que quand on fait l'observation, eh bien il y a le phénomène qu'on appelle, c'est lié à la turbulence atmosphérique, qu'on appelle la scintillation. C'est-à-dire que le flux n'est pas constant, puisque l'atmosphère, justement, qui donne dispersion des images, et au point de vue photométrique, l'intensité fluctue. Et donc, il est analysé, en fait, en termes de Fourier, donc qui rajoute du bruit dans les spectres. Et alors, il va introduire une technique pour essayer de s'en débarrasser, qu'il appelle fast scanning, balayage rapide. Alors, un autre pionnier, Pierre Cohn, donc le mari de Janine, eh bien, lui, donc aussi, est dans le laboratoire. Donc, avec sa femme, eh bien, ils vont faire un séjour au GPL, et donc, il va, donc un peu par l'influence de sa femme, il va construire. Lui, il est déjà très. Enfin, il connaît bien, c'est l'inventeur, véritablement, du Fabry-Perot sphérique, par exemple, qui sert dans les lasers. Bon. Et donc, il va construire un FTS qui va pointer, justement, mettre au Mont Wilson et puis à Stewart, et donc sur Vénus, dans le prochain infrarouge, puis il ramène ça en France. Et lui, ce qu'il va introduire comme innovation très, très important, comme mode d'acquisition de données, il va introduire ce qu'on appelle méthode de déplacement pas à pas. Ça veut dire que, eh bien, au lieu de gistrer là, comme ça, continu, eh bien, déplacement rapide, on stationne à une certaine différence de marche pendant un temps donné, et puis donc on fait des pas équidistants, donc on échantillonne véritablement l'interférogramme. Et alors, le gros avantage que ça va avoir, c'est que ça va optimiser la quantité de données pour le calcul des transformations de Fourier. Alors, pendant la même période, donc vraiment c'est cette activité dont le centre est donc Bellevue, donc le laboratoire Aimé Cotton, mais il y a quand même des travaux qui sont aux États-Unis, parce qu'il y a une autre cellule infrarouge. Donc tout ça, c'était fait avec ce qu'on appelait les cellules à sulfure de plomb, mais il y a une autre cellule infrarouge lointaine qu'on appelle la cellule de Gaulet, on enseigne c'est du bolomètre. Et donc, il va y avoir
Enfin, donc, par exemple, première détection, donc ça sera fait, construit aux États-Unis, mais utilisé au Jungfraujoch. Donc, le premier spectre, ça va être le spectre solaire, mais les fenêtres atmosphériques qu'on ne connaît pas du tout, donc qui sont maintenant utilisées, c'est ce qui est là-bas, justement pour ALMA, pour ce qui se fait dans le domaine de ce qu'on appelle submillimétrique. Et puis, il y en a un autre qui est construit au laboratoire, finalement, donc l'Air Force Cambridge, et puis au Bell Lab, donc on fait l'étude de l'ozone, mais dans le domaine de l'infrarouge très lointain. Alors, comment apparaissent les premiers spectres à haute résolution? Donc, alors, une étape aussi très importante, et on en vit toujours, on en est toujours bénéficiaire, donc c'est la publication de ce qu'on appelle l'algorithme de Cooley-Tukey, donc qui va introduire ce qu'on appelle la FFT, phase Fourier transform. Et donc ça qui va réduire, parce que au début, le nombre qu'il fallait générer la transformation de Fourier, donc ça prenait un temps fou. Donc grâce à cet algorithme, qu'on utilise toujours, bien, on va faire un gain considérable. Alors, et là, il y a un premier article maintenant donc utilisant l'interférence pas à pas, donc par Janine et Pierre Cohn, donc c'est l'espèce de Vénus et Mars qu'on a obtenu à l'OHP, donc pareil dans le domaine du prochain infrarouge, et là avec une résolution de 6500. Donc ça fait un facteur 10 par rapport à ce qui existait, mais il y a toujours des excès de bruit produits par turbulence atmosphérique. Mais il y a quand même un gain en résolution donc sur le brillant. Alors il y a un colloque à Orsay, l'année d'après, qui s'appelle Méthode nouvelle de spectroscopie instrumentale. Donc là, il y a Larry Merce qui est là, donc qui présente les spectres, lui, donc avec le balayage rapide, et lui, ses spectres, donc il y a une résolution au mieux de 200. Et là, donc avec Cohn, et là je suis rentré, je viens de rentrer, Pierre Cohn sera mon patron de thèse, et bien nous présentons les spectres obtenus donc avec le FTL, ça passe à pas, et là où on atteint sur Vénus une résolution et maintenant de 10 puissance 5. Vous voyez l'écart entre 200 et puis 10 puissance 5. Et donc sur toute la fenêtre, les fenêtres entre 1 et 2 micron 5, et où le bruit de turbulence est corrigé. Alors ça a été l'objet de ma thèse de docteur ingénieur, justement, donc ça c'est soutenu à la fac d'Orsay, donc sous la direction de Pierre Cohn, où j'ai analysé les effets de la turbulence atmosphérique dans les spectres justement les spectres FTS astronomiques, donc en mettant un autre moyen de correction purement interférométrique, donc on a appelé une modulation interne. Donc là, ma thèse, puisque c'est à l'époque, donc dans la thèse d'État, on faisait une première thèse avant. Donc voilà. Et alors, donc derrière ça, vous voyez ce qu'il y a, qui va être important. Donc c'est un débat, c'est entre le balayage rapide, donc, introduit par Larry Merce. Donc l'idée de enregistrer très rapidement pour en fait que la fréquence des franges soit plus rapide que la fréquence de la turbulence. Donc c'est ça. Donc, mais alors le résultat de ça, c'est qu'il faut, pour avoir des rencontres sur bruit, il faut enregistrer énormément, puisque comme on va faire l'enregistrement en une seconde, mais il faut enregistrer énormément. Ça fait des quantités de données énormes. Et alors, là, on est dans les années avant les années 70, les puissances de calcul sont plutôt limitées. Donc, c'est pour ça que Merce ne fait que des spectres à basse résolution. Tandis que là, quand on a fait donc, en France, nous, donc le laboratoire des Cotons, dont j'ai été au cœur de cela, donc c'est introduire la modulation interne, c'est-à-dire moduler la différence de marche. Pareil, il y a une fréquence au-dessus de la fréquence de coupure de la turbulence. Et là, comme on a juste le nombre de données, donc suivant ce qu'on appelle l'information théorème de l'échantillonnage, donc on peut
dès maintenant, puis maintenant il y a le Collet-Tuquet qui est arrivé, donc vraiment prétendre à faire de la haute résolution spectrale. Vous voyez le son que ça fait. Mais alors, bon, conséquence par ailleurs, bon, si on regarde un petit peu, ça a eu, c'est que, bon, c'est des développements commerciaux de sites d'interféromètres, parce que les applications sont différents domaines, hein, tandis qu'il n'y a jamais eu de développement commerciaux d'interféromètres. Ça, c'est un autre aspect. Alors, les étapes suivantes, donc, il y a une thèse qui se fait en 68, donc maintenant avec un interféromètre à grande différence de marche, qui fait près de 1,80 m. Donc là, on obtient des specs même de laboratoire à 10 puissance 6 de résolution, et ça va ouvrir une application énorme de cette spectroscopie en spectroscopie moléculaire pour faire des spectres à très très haute résolution. Donc c'est vraiment tout un domaine de publication qui se continue. Et puis alors, avec donc Janine et Pierre Cohn, on va publier un atlas, justement, donc des Vénus, Mars et Jupiter et Saturne, donc en 69. Et donc, où là, donc, justement, donc, on obtient pour la première fois donc, les spectres de Vénus et de Mars à une résolution 10 puissance 5. Donc c'est 3 fois supérieur, même au meilleur spectre solaire qui puisse exister. Et donc ça démontre justement, là, véritablement, sur des sources astronomiques maintenant, bien les capacités du FTS, haute résolution et une très grande couverture spectrale. Alors, ce qui va véritablement lancer cette méthode, c'est à Aspen, en Colorado, donc une première, qui va être la première conférence internationale. Il y en a maintenant, c'est vraiment la première. Donc, lui, notre Mécoton, on y va en force. Donc, on est emmené avec le professeur Jacquinot, et puis il y a Pierre et Janine Cohn, et puis on est 3 étudiants en thèse. Et donc, on va donner, donc il va y avoir 5 communications présentées, donc un cours magistral qui va être donné par Janine Cohn sur les problèmes de calcul, justement. Vous voyez, Pierre Cohn lui fait sur donc High Evaluation et High Information Spectroscopy, puis moi avec mon autre qui est en thèse aussi, on présente justement tous les spectroscopies avec 10 puissance 6 échantillons. C'est possible justement dans les moyens de calcul maintenant qu'on a. Et puis donc il y a une autre thèse avec Janine Cohn, sur les méthodes de calcul, avec un nombre comme ça d'échantillons. Et puis là, en même temps, l'idée de faire, que comme les calculateurs sont encore pas très puissants, de faire un calculateur électronique, justement, pour faire, qui fait en branche en même temps, dans lequel on va y aller, qui fait le calcul en temps réel donc, de la transformation de Fourier en temps réel. Alors, après 70, donc, cette conférence d'Aspen, ça va être le vrai lancement, et parce que le FTS apparaît vraiment comme le spectromètre idéal, puisque le domaine du spectre, bon, mais c'est celui vraiment du filtre qu'on place devant l'interféromètre. On n'est pas limité par un ordre de réseau. La résolution spectrale, eh bien, c'est lié à la différence de marche. Donc c'est pour ça que l'interféromètre faisant 2 mètres de différence de marche, on peut avoir des très hautes résolutions. La réponse spectrale, bon, ce n'est plus lié à des propriétés de pièces optiques, ça va avoir une fonction analytique. On peut montrer que c'est la transformation Fourier d'un créneau, donc c'est une fonction sinusite sur X. La calibration spectrale aussi, ce qui est extrêmement important, quand les spectraux à réseau, il faut toujours problème, il faut l'empattorium, il faut pouvoir calibrer. Bon. Tandis que là, il suffit, donc on contrôle la différence de marche avec, alors au début c'était avec une lampe à mercure, une lampe mercure isotopique. Bon. Mais donc si vous connaissez cette longueur d'onde, donc le spectre est automatiquement calibré, après on l'a utilisé à laser. Et puis la luminosité que j'ai signalée, donc, puisqu'on a une ouverture circulaire, donc on reçoit beaucoup plus de lumière, on n'est pas limité par la jaune uniforme. Et puis en même temps, important pour l'infrarouge, eh bien, comme il y a deux entrées en fait, parce qu'on a modifié un peu le Michelson
par rapport au schéma d'origine, il y a deux entrées, donc on peut comparer au fond de ciel, donc soustraire automatiquement le fond parasite. Alors, justement, à la suite d'Aspen, il y a plus de 20 groupes qui s'engagent dans des programmes de spectro de Fourier astronomique infrarouge, donc avec d'abord les cellules PVS, et puis après vont développer des détecteurs photovoltaïques NFB, et puis après les germanium qui vont couvrir petit à petit tout le domaine pulpin. Et alors aux États-Unis, maintenant ils ont découvert, maintenant à Aspen, donc il y aura un kit PIC, donc il y a trois, il y en a un qui va être installé au télescope solaire, un autre au télescope de 4 mètres. Et puis, sur Voyager, eh bien, il sera équipé, les deux Voyager, 1 et 2, sont équipés d'un FTS, appelé IRIS. Et puis, sur l'avion, qu'on appelle le KO, Kuiper Airborne, eh bien, donc, qui permet justement de limiter, d'augmenter la transparence de l'atmosphère, eh bien, il sera aussi, il y a un FTS qui va être installé. Alors, juste une illustration, il y a peut-être quelqu'un que vous connaissez, là, je ne sais pas, le Thérèse Encrenaz, toute jeunesse, là, et là, ici. Donc, je m'avance de la bande de ce KAO, donc, avec un FPS qu'ils avaient mis sur l'avion, pour leur domaine sur Jupiter, entre 6 et 14 000 km. Et alors, moi, de mon côté, donc, après, je suis ingénieur test d'état, et donc j'ai construit un FTS à grande différence de marque pour à la fois faire du laboratoire d'intérastrophysique et de l'astronomie. Donc là, c'est au foyer coudé de l'OHP, donc l'interféromètre est là, donc ça c'est l'électronique des commandes. On a un exemple de spectre, justement, par exemple, sur une étoile M, on a une étoile froide. Donc on résout complètement le spectre de CO. Il faut bien voir qu'à l'époque, on ne connaissait pas du tout le CO en laboratoire. Et donc, le CO stellaire, là que l'on a, connaît avec en même temps les isotopes, le C13 ou 16, eh bien, va servir à calculer les constantes de la molécule CO. Parce qu'on va jusqu'à des J, donc justement, de plus de 120, alors qu'en laboratoire, tout ce qu'on connaissait, c'était jusqu'à 30. Et alors, donc, j'ai ramené après cette performètre à Meudon, et là, je l'ai adapté, donc, pour changer l'environnement, et puis pour faire du laboratoire d'intérastrophysique. Donc, on voit ici avec une cuve pour simuler l'atmosphère de Jupiter, faire des spectres du méthane, du méthane deutéré, de l'ammoniac, et puis sinon, par ailleurs, pour faire des spectres de température de molécules d'intérêt stellaire. Alors voilà par exemple un exemple de spectre du méthane, donc à haute résolution, donc vraiment dans une région qu'on peut observer sur une même bande sur Jupiter. Et alors, du coup, je serai chargé en 1977 par ce qu'on appelle à ce moment-là l'INAG encore, c'est pas encore mis dessus, donc de délivrer pour le télescope qui est en train de se construire à Hawaï, donc un FTS infrarouge à haute résolution. Alors voilà un peu le schéma, donc on voit ici, c'est plus les miroirs plans de Michelson, c'est ce qu'on appelle le de chat. Puis il y a deux entrées, deux détecteurs. Et alors, je vais l'installer au foyer 15 grains du télescope, parce que comme ça, on limite le nombre. Dans un train coudé, il y a au moins 6 miroirs, donc là, on a jusque les 2 miroirs du télescope. Donc, je vais faire ça à Meudon. Donc voilà l'interféromètre maintenant, le FTS. Le voilà ici, et qui est installé ici au foyer 15 grades infrarouge du télescope Canada-France-Hawaï. Donc il était en opération ainsi, vous voyez, de 83 jusqu'à 2001. Alors, donc ce objectif scientifique majeur, eh bien, c'est la haute résolution spectrale sur tout le domaine de 0,9 à 5,4 microns.
ça donne accès aux molécules H2, CO, CH4, H2O et bon, c'est du H2 quand même. Donc ce sera extrêmement important pour les planétaires. Et alors, là maintenant, je vais vous montrer quelques spectres infrarouges qu'on fait depuis 20 ans, donc qui vont aller des spectres planétaires jusqu'au ce qu'on appelle le CMB, le Cosmic Microwave Background. Alors pourquoi ils vont marquer? Parce que donc l'étendue de la couverture spectrale que l'on peut obtenir, donc on fait des détections inattendues, la haute résolution spectrale que ça permet, et puis on va arriver à l'adapter, vraiment c'est adaptable à n'importe quel domaine de longueur d'onde. Alors le premier que je vous présente, donc c'est la détection de H2 dans la nébuleuse d'Orion. Donc ça c'est une image visible d'Orion, et donc c'est une région de formation stellaire. Donc on a été justement au début balader un détecteur pour trouver où il y avait des points intenses en infrarouge. Donc ça c'est ce qu'on appelle le bar d'Orion. Et donc, il y a en évidence deux sources importantes. Donc la PN, c'est les initiales des découvreurs, Beckley Neugebauer, et puis la nébuleuse, la PKL, Kleiman-Low. Et donc, dans ces deux sources, première détection de H2, donc vous savez H2, matériel de base pour la formation des étoiles. Donc c'est là, en 1976, avec le FTS, qu'on met pour la première fois en évidence. Donc, ça c'est le spectre de comparaison d'une étoile. Donc vous voyez les raies de H2 que l'on voit apparaître dans KL et dans BL. Donc on peut du coup mesurer la température dans ce papier. Ça a été fait avec un FTS qui était venu de France, parce que Larson est venu faire un stage au laboratoire de Coton, donc il a ramené un FTS et qu'il a installé. Et donc ce sera le début véritablement de l'étude de la composition chimique des régions de formation stellaire. Un autre spectre d'une source infrarouge aussi assez mystérieuse qui avait été pareil détectée comme ça avec un détecteur unique, qui est la source appelée IRC 10216. Alors, vous voyez, c'est une source, vous voyez l'article qui avait été fait sur Unusual Infrared Objet, parce que vous voyez, entre sa magnitude dans le visible à 0,7 microns, et au contraire à 5 microns, vous voyez l'écart de magnitude entre moins 4,5 et plus 11. Donc c'est vraiment unusual, donc c'est vraiment un objet complètement obscur. Et donc, avec le FTS qui est installé à Kitt-Peak, eh bien, sera fait le spectre à haute résolution, 80 000 résolutions. Donc détecté pour la première fois C2H2, détecté CH4, et depuis, eh bien, il y a plus de 50 molécules qui ont été identifiées dans cette source. Alors c'est une source proche, il manque 425 années-lumière, qui est devenu le prototype des étoiles carbonées évoluées. Et là, je vous montre une image de cette source obtenue dans le visible par HST. Vous voyez la perte de masse, donc c'est vraiment la fin de séquence d'une étoile, donc sa perte de masse, justement, donc, qui donne ces anneaux justement autour, donc toute une richesse moléculaire dans cette source. Autre, alors je vais parler de Jupiter, des sondes Voyager, donc il va permettre d'obtenir justement ce type de spectre pour Jupiter et Saturne, et puis en fait après sur les 4, puisque Voyager, comme vous savez, va visiter les 4 planètes géantes, et donc va obtenir ce même type de spectre, vous voyez, qui couvre un très grand domaine spectral, toujours la même propriété. Ça c'est dû à H2, vu la quantité d'hydrogène qu'il y a dans Jupiter, donc parmi l'évidence des molécules, donc pour la première fois, donc des hydrocarbones qui sont dans l'atmosphère de Jupiter. Et donc Voyager a survolé ensuite Uranus, Neptune, donc on a
même genre de spectre donc, dans ces quatre planètes géantes. Donc ça a été vraiment essentiel pour la compréhension. L'autre, dans les 86, c'est le retour de la comète de Halley. Et donc là, grâce à celui qui a été installé sur le KAO, sur l'avion, eh bien, va permettre la détection de la vapeur d'eau. Alors, dans le demi-concept, l'atmosphère terrestre est complètement obscure à cause de la vapeur d'eau terrestre. Et là, avec l'avion, eh bien, on peut voir au travers, parce qu'on a beaucoup de vapeur d'eau. Donc ça, c'est le spectre, c'est pas complètement pur, hein, mais enfin, il y a beaucoup moins. Et donc, entre, eh bien, va apparaître en émission de la vapeur d'eau dans la queue de la comète de Halley. Donc, avec cet instrument donc, sur le KAO. Et ça établit justement H2O selon une molécule par an dans les noyaux cométaires. Et donc, il y aura d'autres comètes avec le même FTS qui vont être observées. Puis aussi la recherche de CH4 à 3 microns. Avec une bande complètement saturée dans l'atmosphère terrestre. Alors là, on passe complètement à un autre domaine. Vous voyez, donc, la diversité de domaines d'application. Et donc, c'est le Cosmic Microwave Background, dont Planck a fait la cartographie. Et la mesure de montrer que c'est un corps noir et la mesure de cette température, mais ça a été fait avec un FTS à bord qui est appelé FIRAS, à bord de Kobe, donc donnant cette température. Donc voilà le schéma. Donc c'est un type, un cartomètre de maintenant envoyé pour le domaine vraiment millimétrique. Autre application, donc maintenant on revient les aurores de Jupiter. Hein. Et donc ça c'est une image prise justement donc, par HST justement, donc des zones aurorales de Jupiter. Et alors là, donc on va détecter, alors ça j'avoue que c'est une observation dont je suis assez fier. Bon. Donc on va venir avec le FTS, celui que j'ai installé au CFH. Donc, comme il y a de l'hydrogène dans Jupiter, on recherche, c'est sur un H2 en émission, dans les zones aurorales. En fait, on va prendre un spectre, là, vu, pareil, il y a une couverture spectrale qui est possible, on va voir apparaître, donc ça, vous voyez, c'est une émotion de spectroscopiste, vous pouvez imaginer, 36 raies, on ne sait pas ce que c'est. Et on va identifier que, en fait, eh bien, c'est l'ion H3+, dont vous avez la structure moléculaire, la structure atomique, donc trois hydrogènes qui forment un trident. Et donc cette bande n'est pas du tout connue. Alors, c'est bien que je vous ai empressé après, comme là, ça a identifié, ça a mis plusieurs mois à identifier. Eh bien, donc, il doit exister, quand même, taux d'aurore, il doit exister la bande fondamentale de H3+. Donc voilà un spectre, je demande de la bande fondamentale en émission. C'est un spectre pur de H3+, mais pris dans l'espace. C'est vraiment étonnant parce que ça se forme au-dessus dans la haute atmosphère, donc la planète est complètement obscure à cause du méthane, et donc c'est un spectre d'émission pure de H3+. C'est absolument étonnant. Et donc bien sûr, après on va le rechercher dans les autres planètes géantes, dans Saturne, dans Uranus, et par étonnement, on ne trouve pas dans Neptune. Enfin bon, et par exemple, actuellement, il y a une caméra, vous avez entendu parler de Juno, bien sûr, mais il y a une caméra sur Juno, spécialement pour contrôler, suivre l'activité aurorale, dans cette bande de H3+, donc on a été les premiers à mettre en évidence. Le spectre solaire, donc avec notre interféromètre Atmos, donc là, c'est à bord de la navette. Donc là, lui, il était fait pour l'atmosphère terrestre. On va le tourner vers le Soleil. Et donc, on va obtenir un spectre, entre 2 et 16 microns. Et donc, ça va donc donner des nombreuses rues solaires qu'on ne connaît pas, et ce qui fait que ça va amener à une révision des abondances solaires.
Donc, ces spectres, alors maintenant, bon, à la fin, déclin du FTS en astronomie, pourquoi? Parce que va apparaître justement un désavantage multiplex. Pourquoi un désavantage multiplex? Parce que tout cet avantage qu'on avait avant, parce qu'on avait des détecteurs infrarouges qui étaient ce qu'ils étaient, mais le bruit détecteur était important par rapport au bruit de photon des sources. Maintenant, quand on diminue de plus en plus, en améliorant la qualité des détecteurs, le bruit détecteur diminue, donc maintenant apparaît le bruit de photon. Alors, tant qu'on est en comparaison avec un monochromateur, qu'on a fait un détecteur unique, eh bien en fait, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, maintenant, eh bien, c'est qu'en fait, il n'y a plus de gain, en quelque chose qu'on appelle gain multiplex, mais donc on a le même résultat, enfin, même résolution, même temps d'observation, puis on le conserve comme tous les autres avantages, calibration et tout du FTS. Mais vont apparaître, je vais écouter maintenant, donc les mosaïques du détecteur. Donc là maintenant, on a l'équivalent de la plaque photographique. Donc du coup, on peut prendre une image du spectre, et à ce moment-là, eh bien, le gain multiplex, ça a un désavantage. Donc ça inverse complètement. Donc maintenant, au contraire, avec le réseau, un facteur racine de n par rapport à la plaque ferrométrique. D'où plus d'intérêt à ça. Alors, mais et donc maintenant les réseaux en même temps, ces spectromètres à réseau sont refroidis, on fait des spectromètres à réseau échelle pour augmenter le domaine spectral. Bon. Donc il faut avoir une meilleure sensibilité, donc il n'y a plus d'intérêt à utiliser FPS pour des sources ponctuelles, célèbres. Mais en fait, du coup, et j'ai contribué à ça, c'est le premier prototype de ça. L'idée, c'est de mettre du coup une mosaïque telle quelle derrière, à la place du détecteur unique. Donc à ce moment-là, faire ce qu'on appelle un FTS imageur. Donc on combine imagerie et spectroscopie. Donc ça présente un intérêt parce que on fait ce qu'on appelle maintenant, ça s'appelle spectroscopie intégrale de champ, c'est-à-dire qu'on a simultanément le spectre de tous les points du champ. Donc le principe simple, donc maintenant c'est toujours l'interféromètre, mais donc avec un pas à pas, donc à chaque pas, on prend une image du champ, donc, et maintenant, eh bien, on peut montrer qu'on peut associer grand champ et autres résolutions spectrales. Donc on va obtenir en parallèle toute la quantité de spectres, donc on obtient donc un gain qui est plus multiplex, un gain appelé multicanal. Donc ça c'est l'article que j'ai publié là-dessus. Et donc, je vais mettre ça en œuvre au télescope CFH, non? Donc là, on a appelé ça BER, enfin bon. Et alors, pour la caractéristique, alors le champ, parce que c'était le FPS qui existait, donc pas construit spécialement, donc le champ très grand, 24 secondes de diamètre. Et donc, on va pouvoir lancer des programmes sur des objets étendus dans ce type de champ, donc à haute résolution. Donc vous voyez sur l'atmosphère de Vénus, revenant en même temps à H3+, donc vous voyez la liste. Alors je vais illustrer qu'avec un seul exemple, qui est la nébuleuse planétaire qui s'appelle NGC 11027. Donc voilà, là ça c'est un spectre, je rentre dans un spectre, dans un cycle centré sur l'arrêt de H2. Donc vous voyez, dans la laine de visée, on a en même temps donc d'hydrogène, là, et puis justement des raies atomiques de la zone ionisée. Donc on peut obtenir du coup, par exemple, l'image purement dans de l'enveloppe moléculaire qui est complète. Et puis, du coup, comme on a des raies atomiques, on peut aussi obtenir justement des images atomiques, et donc on met en évidence, alors là c'est en faisant une structure 3, une imagerie 3D, donc la structure, donc la zone ionisée, il y a l'étoile naine au centre, donc l'enveloppe ionisée et puis l'enveloppe moléculaire autour. Alors, en conclusion,
les niches qui demeurent pour le FTS maintenant en astronomie. Donc le FTSI majeur que je viens de signaler. Alors si bien que on en a construit du coup pour le télescope CFH. Donc il y a maintenant, et bon, il est pour le domaine visible, un FTSI majeur à grand champ, appelé CITEL. Et puis donc, comme dans le domaine frange très lointain et domaine millimétrique, il n'y a plus de réseau qui existe. Donc c'est le FTS. Bon alors, à haute résolution, il y a une technique hétérodyne, ça c'est chaud. Mais pour faire une grande couverture spectrale, bon, ben, le FTS c'est le seul instrument qui permet. Donc ça a donné pour Herschel, télescope spatial SPIR, un loop qui est utilisé sur le JCLP, ah ouais. Et puis un dernier projet qui a contribué là, récemment, qui s'appelle Précis. Alors, rapidement, CITEL, donc en collaboration avec le Québec. Donc le champ maintenant que l'on obtient, un champ de 11 minutes par 11 minutes. Donc avec le détecteur de caméra CCD. Et donc on a sur tout le champ 1 million de spectres simultanément en parallèle. Tandis que pour comparaison, ou VLT, qui essaye de faire la même chose, eh bien il faut 24 spectrons à réseau en parallèle pour arriver à faire que sur 1 minute de champ. Donc voilà l'instrument au foyer du gaz grain, justement du CFH. Voilà un exemple de. Donc là, c'est la galaxie spirale qui est voisine de Messier 31, donc Messier 33, la galaxie du triangle. Donc vous voyez, donc là, une combinaison d'images spectrales dans H-alpha, l'oxygène et puis le fond continu. Donc on peut extraire régions, donc par exemple faire une carte de vitesse, faire des rapports d'intensité de règles. Bon, très rapidement, Herschel, donc voilà l'instrument que ça donne, donc a été lancé pour fonctionner là, donc lancé par l'IESA avec un télescope 3,50 m. Donc on obtient ce genre de spectre, justement. Donc vous voyez par exemple entre 200 et 700 microns. Et alors, le dernier projet donc, auquel je suis associé, donc appelé PRISCINE, Polar Radiation Interference Force. Donc c'est pour le CMB. Alors, donc c'est l'idée d'essayer donc maintenant sur le CMB, Planck a fait la cartographie de température, mais maintenant l'autre étape, c'est d'arriver à mesurer la polarisation du CMB. Donc c'est l'idée, c'est de reprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc le spectre, le spectral, c'est avec un FPS, donc reprendre ce concept d'un FPS, mais là maintenant, pour mesurer la polarisation, et aussi, justement, puisque c'est le seul, là maintenant les théoriciens, en fait, c'est pas un corps noir complètement parfait, il y a des termes de distorsion, et donc c'est vraiment qu'avec un FPS, on peut véritablement espérer mettre en évidence ces distorsions. Donc je ne vais pas détailler, donc voilà ce que j'ai proposé. Donc du coup, utiliser aussi là, donc multi-détecteur, donc avec deux télescopes en parallèle. Donc on a soumis ça, c'est tout récent, puisqu'on a soumis à l'ESA le 25 octobre. Et ça c'est vraiment les projets spatiaux, c'est tenace, c'est laborieux. Donc, une réponse négative, enfin, mais le concept, je pense. Et donc, là maintenant, en guise d'épilogue, je vous montre cette image. Donc, vous reconnaissez la vue aérienne du site de Virgo, donc près de Pise. Donc, c'est constitué avec c'est ce qui est constitué avec les deux interféromètres LIGO, donc les États-Unis et puis celui-là, donc 3 détecteurs d'éléments d'eau gravitationnels. Bon, alors vous voyez maintenant 3 km justement, donc dans chaque bras, puis c'est éclairé par un laser. Mais ce que je veux vraiment, c'est ça le pilote, c'est qu'en fait, c'est ni plus ni moins, c'est le schéma de l'interféromètre de Michelson de
2881, c'est exactement ça. Sauf que, mais lui, il a eu l'idée, il est passé à 11 mètres. Bon, ben, c'est exactement ça. Là, on est passé, oui, il y a donc, ça fait l'équivalent, en fait, puisque des fameux perros qui sont dans les bras, donc ça fait l'équivalent de 60 km. Donc, mais c'est vraiment l'idée de base, c'est véritablement. Bon, voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je comprends bien, Fourier, c'était quand même un sacré bonhomme, parce qu'en plus, j'ai cru comprendre qu'il était égyptologue. Ça c'est formidable. Il a accompagné Napoléon, mais il a participé activement. Et je pense que s'il se réveillait maintenant, il serait étonné par toutes les applications de ces fonctions. Est-ce que vous avez des questions? Levez le bras. Oui. Oui, bonsoir. Donc vous avez parlé d'APS en fait pour l'optique, l'infrarouge, voire l'infrarouge lointain. Je voudrais savoir en fait est-ce que cette technique est applicable à l'UV et au rayonnement dur comme NIX ou le rayonnement gamma avec les satellites en fait qui font des observations et qui font aussi des spectres dans ces gammes de longueur d'onde. Alors, j'ai oublié de vous répondre. Dans le principe, oui. Bon, alors rayon gamma, mais en tout cas en ultraviolet lointain. Je ne sais pas si vous connaissez en fait la source qu'on appelle synchrotron soleil. Eh bien, derrière ce soleil, sur une des lignes, eh bien, il y a un FTS, donc là, pour faire des spectres, donc dans l'UV très lointain. On en a fait justement juste dans le domaine par exemple de Lyman alpha. Oui, oui, donc absolument. Alors, parce que alors, ce qu'il faut bien voir, c'est le problème de la conception d'interféromètre, parce qu'il n'est plus question, il faut construire un interféromètre complètement en réflexion. Donc il faut utiliser un rayon, enfin dire, il y a des problèmes de scalinité, bon, il y a la séparatrice, donc il n'est plus question, il faut concevoir un autre instrument, mais dans le principe, oui, absolument. Donc on couvre absolument pour couvrir n'importe quel. J'ai essayé d'expliquer ce qui a suscité dans l'infrarouge, c'est parce qu'on cherchait à contourner cette difficulté du fait qu'on n'avait que des détecteurs uniques. Et depuis, bien sûr, alors, il fallait résoudre les problèmes de séparatrices, par exemple, et absolument. D'accord, mais par contre, pour le gamma, non. Le rayonnement gamma, on utilise une autre technologie pour faire de la spectroscopie. Le rayonnement gamma, là, c'est pas possible. Bon, alors, lui, c'est le problème de faire l'équivalent d'une séparatrice, parce que justement, enfin, ce qu'on fait, en fait, quand on est dans le domaine de l'ultraviolet lointain, donc, ce qu'on utilise, c'est un réseau, donc, c'est deux ordres du réseau. Et on passe par réflexion, faire un interféromètre par réflexion. Alors, dans les rayons gamma, je ne me suis pas penché sur le problème. J'ai participé aux définitions de PS pour le domaine du ultraviolet lointain, et donc Lyman alpha, mais bon, le gamma, là, Et je voulais savoir, parce qu'en fait, dans l'espace, dans cette taille, on n'a pas beaucoup de place. L'espace est restreint quand même pour construire des interféromètres. Comment vous arrivez à faire un interféromètre qui arrive à tenir en fait dans un satellite qui est relativement restreint en fait? Oui, alors je pense que c'est les secrets de fabrication. Non, c'est une question. Non, c'est-à-dire que de ce point de vue-là, il y a un paramètre fondamental, comme tout spectromètre, de la résolution. Pour FTS, qu'est-ce qui détermine la résolution, la capacité de résolution? Donc, c'est ce qu'on appelle la différence de marque. Donc, c'est la longueur du bras. Donc, évidemment qu'on ne va pas pouvoir mettre dans l'espace, dans un satellite, un interféromètre à haute résolution.
solutions. Alors, celui que j'ai cité, par exemple, et ceux que j'ai cités, les plus remarquables, il y en a eu d'autres, mais enfin les deux principaux, Spire, donc le plus récent, puis avant, donc celui, donc Iris, sur Voyager, c'est de la basse résolution. Mais on utilise un autre avantage, c'est celui d'une couverture spectrale extrêmement grande. Mais sinon, au sol, on a construit, par exemple, c'était à Paris 6, dans le laboratoire à l'Interforêt, parce que si vous voulez faire la haute résolution et aller dans l'infrarouge lointain, bon, mais donc en laboratoire, on a construit faisant 10 mètres. Moi, je vais le fabriquer dans mon garage. Vous nous donnez tous les secrets, là. Et, bien sûr. Mais par contre, franchement, quand on va, alors inversement, si on va vers les courtes longueurs d'onde, là, on a une autre résolution, même pour un déplacement qui est relativement. Est-ce qu'il y a encore une question? Sinon, on va arrêter là, il est tard. Moi, j'ai juste une remarque. Je me rappelle de mes cours de maths qui sont très lointains. Je croyais que la transformée de Fourier, ça transformait une fonction complexe en une somme de fonctions simples. C'est pas tout à fait ça. Non, mais c'était très schématique. Non, oui, mais je veux dire, là, moi, je me suis dit, enfin, je n'allais pas faire un cours sur la transformation de Fourier, mais là, donc, ce qui est d'accord, c'est la partie réelle. Ouais. C'est pour ça que c'est une transformation en cosinus. D'accord. Bon, on remercie Jean-Pierre Maillard. La prochaine fois sur sa conférence, elle sera mise en ligne avec le commentaire dans quelques jours. Et je vous invite donc au 8 mars prochain. Réservation à partir de demain 9h.